produit par Binge Audio. Salut chers auditeurs, c'est Camille Test. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis une enfant de divorcée. Quand j'avais 8 ans, ma mère et mon père se sont séparés. Et comme beaucoup d'enfants dans ce cas-là, je me suis vue projetée, malgré moi, dans une ambiance de conflits continuels, de mésententes et de disputes qui a duré bien après que mes parents refassent leur vie, chacune de leur côté. Pour cette raison, sans doute, pendant longtemps, j'ai eu horreur du conflit. Si j'avais un problème avec un ami ou une collègue, je préférais ne rien lui dire, bitcher dans son dos ou l'insulter dans ma tête. Alors mes griefs grossissaient jusqu'à devenir si grands que j'explosais. Cela, je vous l'avoue, m'a coûté de nombreuses relations. Par chance, ces dernières années, j'ai croisé le chemin de gens qui savent s'engueuler, discuter, ne pas être d'accord, mais s'aimer quand même. À leur contact, j'apprends à communiquer mes limites, à écouter les leurs, à trouver des solutions, bref, à créer un contexte propice à ce que je qualifierais de conflit sain. Et s'il serait présomptueux de dire qu'apprendre à communiquer, à régler tous mes problèmes, je crois que cela facilite grandement ma vie. Alors dans cet épisode, je voudrais qu'on creuse. Ça veut dire quoi bien communiquer ? À quoi ça sert ? Et comment, au fond, éviter d'en faire une injonction de plus ? Pour en parler, j'ai convié Olivia Douglas, Louise Boyer et Daniel Batoula. Bienvenue à vous trois. Bienvenue tout le monde. Alors Olivia Douglas, tu es facilitatrice en intelligence collective, formatrice sur les discriminations systémiques et formatrice en communication bienveillante. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la communication bienveillante ? Est-ce que c'est la même chose que la CNV, la communication non violente ? Alors, oui, pour moi, c'est la même chose. Donc, pour enseigner la communication non violente, il faut être certifié. Sauf que pour se certifier, c'est un parcours qui est très long et extrêmement coûteux. Ça coûte aux alentours de 15 000 € la formation, au minimum. Donc, je n'ai pas le droit officiellement de dire que je fais de la communication non violente, mais je suis formée avec des formatrices de communication non violente et je suis dans le parcours. On a parfois, quand on entend le terme bienveillant ou non violent, comme dans le cas de la CNV, c'est parfois vu un peu comme une injonction, notamment à garder un discours policé, sans colère, dans un monde qui, on peut le dire, est très souvent injuste. Comment tu te situes par rapport à ça ? Alors, c'est pour moi une mauvaise compréhension de la communication non violente. La communication non violente, c'est une approche, une invitation à réinventer nos manières de faire communauté, d'être ensemble. Et l'idée, c'est que le fondateur, la personne qui l'a un peu diffusé dans le monde, Marshall Rosenberg, il a fait un constat que dans notre société, on avait beaucoup de jugements sur les autres, sur nous-mêmes, qu'on était dans des rapports de domination, vraiment quelque chose d'individualiste, de punitif. Et il a voulu un peu réinventer la manière de faire collectif. Et il est parti d'un postulat qui est que nous avons tous et toutes les mêmes besoins. C'est-à-dire que tous les humains sur Terre partagent les mêmes besoins et ont des stratégies différentes pour les nourrir. Et à partir de ça, il a créé des outils pour communiquer, pour coopérer, pour être plus en bienveillance, en compassion avec les autres. Et pour moi, c'est ça la communication non violente et c'est pas du tout un outil qui sert à parler juste calmement et dire les choses de manière policée. C'est vraiment repenser nos systèmes de pensée et l'appliquer différemment. Toi, tu t'es notamment formée avec une femme qui s'appelle Roxy Manning, qui est une femme noire états-unienne. Est-ce que c'était important pour toi de te former auprès d'une femme noire ? Oui, parce que en fonction d'où on vient, la communication non violente, d'où on se situe et de qui on est, la communication non violente, elle va prendre une teinte différente. Et Roxy Manning, ce qu'elle a apporté, c'est vraiment la question de OK, on est tous d'accord sur le fait qu'on ait tous et toutes les mêmes besoins, mais qui a accès à ces besoins, qui a les ressources pour se questionner, pour prendre le temps et pour les explorer. Et en posant cette question, pour moi, elle remet de l'équité dans l'exploration de nos besoins. Louise Boyer, toi, tu es formatrice. Tu accompagnes des individus et des collectifs sur la thématique de la régulation de conflits et des dynamiques relationnelles, et ce, dans 2 cadres. Dans les hôpitaux, tu travailles auprès de personnes qui ont des responsabilités managériales, donc en gros des médecins et des cadres. Et depuis 3 ans, tu travailles aussi auprès de l'Université du Nou, NOUS. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que c'est l'Université du Nou ? Oui. L'Université du Nou, c'est une organisation qui accompagne des structures maintenant depuis plus de 10 ans, vraiment sur les thématiques de faire ensemble, sur la posture de coopération. Il y a vraiment cette notion-là d'être un laboratoire, c'est-à-dire de vraiment expérimenter les choses en interne avant de les proposer et de faire des communs, de proposer des ressources libres.
Donc l'idée, en gros, c'est de travailler avec des collectifs, pour résumer, pour qu'ils fonctionnent mieux ensemble, pour qu'ils apprennent à mieux s'engueuler, à mieux discuter, à mieux se comprendre, quoi. Ouais, et puis vraiment, comment on change de posture par rapport au fait de faire ensemble. Ça s'apprend. Il y a vraiment ce truc de comment on apprend à faire ensemble. Daniel Batoula, les auditeuristes d'Encore te connaissent. Tu es notre psychiatre récurrent. Tu exerces en Alsace. Et toi, ton expérience de la communication et peut-être de la gestion de conflits, c'est plutôt à travers les thérapies de couple que tu fais. Oui, puisque pour ceux qui écoutent régulièrement, ils ont peut-être entendu que j'ai été formé en thérapie systémique. Thérapie systémique, donc c'est de la thérapie de famille et de la thérapie de couple. Donc on apprend à faire en sorte que ce système qu'est le couple ou la famille apprenne à communiquer ensemble. Et donc pour communiquer, il faut s'écouter, il faut pouvoir se mettre un petit peu à la place de l'autre, ou ce qu'il peut penser, ou de quel point de vue il parle et quels sont ses besoins. Alors, ce que je raconte en intro, finalement, c'est pas une histoire complètement hallucinante au regard de nos manières de communiquer dans cette société. D'après vous, pourquoi globalement on communique si mal ? Je pense qu'on n'apprend pas. On n'apprend pas à communiquer. Quand on est enfant, on nous communique des choses, on nous dit ce qu'il faut qu'on fasse, on nous ordonne, on nous dit brosse-toi les dents, finis tes pâtes, finis ton brocoli, va te coucher, et ainsi de suite. On n'a pas beaucoup le droit à la parole quand on a un enfant. D'un point de vue étymologique, le mot enfant, ça vient de je ne sais plus quoi exactement, mais c'est un être qui n'a pas le droit à la parole. Donc il y a à peu près 100 ans, les enfants ne parlaient pas. On ne parlait pas à table, les enfants n'avaient pas le droit à la parole à table. Donc on n'apprend pas à communiquer depuis qu'on est enfant, et donc quand on est adulte, on ne sait pas comment communiquer en dehors d'un rapport de domination. Je voudrais qu'on commence cet échange en vous parlant d'un livre que j'adore et qui m'a vraiment fascinée, qui s'appelle « Le conflit n'est pas une agression », écrit par la militante queer Sarah Schulman en 2016. Sarah Schulman, elle se penche sur notre culture du conflit. Et notamment, elle montre quelque chose que j'ai trouvé fondamental, qui est que souvent, on confond deux choses. Les situations de conflit où deux personnes partagent des torts, des griefs, des incompréhensions l'une envers l'autre, donc en gros une situation horizontale, et c'est de ça dont on parle dans cet épisode, et les situations d'agression, d'abus, de violence, qui sont en fait des situations unilatérales, verticales, où une personne est l'agresseuse et l'autre est la victime. Et donc Sarah Schulman, elle montre que souvent dans un conflit horizontal, on va confondre les deux, on va se poser en victime, l'autre aussi va se poser en victime, et tout ça rend très difficile, à partir de là, le fait de résoudre ce conflit. Est-ce que vous, c'est des choses que vous observez dans les accompagnements que vous faites, dans les problèmes relationnels que vous accompagnez ? C'est souvent effectivement une posture qu'on peut observer, ce truc de se positionner en victime. Versus cette notion de pouvoir prendre justement dans son rapport au conflit, comment est-ce que je peux m'apercevoir ou me réapproprier ma part de responsabilité. Souvent, moi, ce que je dis quand j'accompagne des personnes, c'est cette notion de dans la relation, on est responsable chacun à 50%. Mais par contre, je suis responsable à 100% de ces 50%. Donc ça permet, donc c'est la bonne et la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai une part de responsabilité, et la bonne, c'est que du coup, ça me redonne de la liberté, ça me redonne un pouvoir de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir dire, et de pouvoir changer ce qui se passe dans la relation. Olivia, ça t'inspire ? Oui, c'est quelque chose qui est aussi important en CNV, c'est la question de la responsabilité émotionnelle. Moi, je sais que c'est un outil que j'utilise énormément avant même de rentrer dans le conflit ou de me positionner pour voir ce qui joue en moi et discerner. Et ça, c'est super important sur la question de qui est la victime, qui a fait quoi, qu'est-ce qui se passe, à qui on en veut. Et dans la CNV, il y a un pilier qui est assez important qui est autour de l'écoute de soi. Et pour moi, c'est central dans la gestion d'un conflit. Et je vais me poser la question de, OK, là, je vois qu'il se passe quelque chose. À quoi ça touche ? Comment je me sens ? Et de quoi j'ai besoin pour avancer, pour discuter, pour sortir de cette situation, quoi. Sarah Schulman, donc toujours elle, dans son bouquin, elle dit que cette façon de parfois voir l'autre immédiatement comme un bourreau, comme un méchant, comme si la personne, je sais pas, qui arrive en retard à un rendez-vous, elle avait fait exprès pour nous faire mal, ou parce que c'est un pervers narcissique, ou je sais pas quoi, ça rend en fait très difficile le fait après de pouvoir se dire, par exemple dans cet exemple du retard, de dire à la personne, là tu m'as mis en retard, ça me pose problème, essaye de pas le refaire, quoi. Ça empêche d'aller plus loin, de régler le problème. Je sais pas si ça c'est quelque chose que vous voyez concrètement. Comment on peut faire pour faire désescalader une situation dans ces cas-là ? Pour aussi revenir sur la question de la responsabilité émotionnelle qui est super intéressante, avec l'exemple du retard, c'est un exemple que j'aime beaucoup parce que si, on va dire, demain, Camille, on a rendez-vous à 18h et je viens de me séparer de mon partenaire.
je vais t'attendre, et je vais avoir vraiment besoin de parler. Et à ce moment, si tu es en retard de 15 minutes, ça va me mettre dans un état et je vais dire Camille, c'est de ta faute, je t'attendais depuis 15 minutes, c'est du manque de respect, ça marche pas notre relation, nanana, et je vais partir dans un conflit. Si le même jour, demain, on a rendez-vous à 18h et que je suis en train de lire un livre exceptionnel de Bell Hooks et que je suis dedans et que je vois même pas que tu es en retard, il va se passer quelque chose de complètement différent. Et ça me permet de me dire, OK, c'est pas forcément le stimuli, c'est pas forcément les 15 minutes de retard de Camille, mais c'est ce que moi je me raconte à l'intérieur et ce que ça crée à ce moment-là. Si j'avais besoin de communiquer, de parler, ça va me mettre de la colère, de la déception. Et si justement j'étais dans mon moment de plaisir, je vais même pas voir ton retard. Donc, je me dis que en utilisant la CNV, ça permet en tout cas de pouvoir clarifier ce qui se joue à l'intérieur dans ces moments. Je trouve que comment on se situe, ce qui se passe à l'intérieur de nous à ce moment-là, c'est assez intéressant. Ça me rappelle un exemple que j'essaye de faire, plutôt une technique personnelle que je voudrais vous partager. Vous allez me dire ce que vous en pensez sur le fait de faire désescalader des situations. C'est le fait, par exemple, quand j'ai une interaction par texto avec quelqu'un et qu'on se comprend pas, et vous voyez ce genre d'interaction où on dit mais comment elle m'a parlé. Déjà, c'est d'arrêter de lire le message avec un ton qu'on invente dans sa tête. Par exemple, non mais laisse tomber. Et aussi d'arrêter de régler ces conflits par texto. Moi, je me suis rendu compte, et notamment en préparant cet épisode, j'ai eu différentes altercations avec mes amis, que souvent, c'était parce que, au lieu de décrocher mon téléphone et de parler, et avec la voix, il y a les émotions, on peut dire plus de choses que quand on résume quelque chose par texto, tout devient plus simple. Et dans le fait de désescalader aussi, pour moi, il y a ce truc de comment j'ai le courage de parler de ce qui se passe pour moi, et du coup, de parler de la relation, de ce qui se passe... et de temps en temps, on préfère justement rester dans ce qui est en train sur le contenu plutôt que de prendre de la distance et de parler avec un regard méta sur ce qui est en train de se jouer pour moi ou pour la relation. Et toujours, je vais encore vous parler de Sarah Schulman, puis après on arrêtera de parler de Sarah Schulman, parce que vraiment, ça m'a beaucoup intéressée, ce qu'elle raconte aussi sur le groupe. Elle dit... En fait, souvent, les groupes autour de nous, par exemple, les groupes d'amis, vont plutôt avoir tendance à faire en sorte que la situation escalade. Par exemple, toujours cette histoire du retard. Je vais voir d'autres amis, je leur dis « Mais tu te rends compte, Olivia, elle est arrivée en retard. Nan. » Et si le groupe répond « Non, mais de toute façon, elle est hyper toxique, elle te respecte pas. » Forcément, ça va faire amplifier une situation qui, en fait, aurait pu désescalader autrement. Donc, quand on est observatrice d'une situation, on est dans un groupe d'amis, on voit que voilà, il y a quelque chose qui est en train d'escalader. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aller plutôt du côté de la solution ? Alors moi, la première chose qui me vient, c'est en fait quand tu dis ça, quand le groupe se positionne entre tu devrais pas, etc., c'est l'intention derrière, c'est la protection. Donc plutôt que de parler de l'autre personne, ça serait plutôt de poser des questions à toi, par exemple, en disant mais alors, qu'est-ce qui fait que tu es toujours en relation avec cette personne ? Qu'est-ce que ça te fait ? C'est-à-dire de pas diaboliser l'autre personne, mais plutôt d'analyser ce qui se passe pour toi et qui va permettre justement de comprendre cette dimension émotionnelle qui est si importante dans la CNV pour pouvoir en faire quelque chose versus de continuer à augmenter et nourrir une émotion qui irait contre l'autre versus qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et effectivement, hein, quand il y a un conflit ou quand il y a quelque chose, la meilleure façon, c'est de poser une question, de poser la question, pas d'aller dans le sens de la personne ou pas d'aller dans le sens complètement opposé, c'est juste de poser la question. Mais pourquoi est-ce que ça te met tellement en colère qu'elle était en retard ? Et c'est parce que je viens de me séparer que j'avais besoin de parler. Ah, en fait, là, donc on a l'autre chose, c'est identifier le besoin de la personne. Quel est ton besoin en ce moment ? Là, en ce moment, j'avais besoin de parler ou j'avais besoin de pouvoir me sentir toute seule ou de finir mon livre. Et puis, en fait, elle arrivait en avance. J'ai même pas fini mon chapitre. Ça m'a énervé. Voilà. Donc, vraiment, quel est le besoin à ce moment-là ? Et donc, ça permet de prendre du recul, comme tu le disais juste avant, de faire de la métacommunication et de prendre vraiment ce recul-là et de se dire, OK, en fait, c'est pour ça que j'étais en colère par rapport à cette situation. Je vais lui dire, ou alors, c'est pas si dramatique, ou alors, en fait, c'est vraiment une personne toxique et je vais plus la voir. Une autre personne qui parle très bien, je trouve, de notre culture actuelle du conflit, c'est une autrice qui s'appelle Elsa Dekmarso du collectif Fracas, c'est un collectif queer et féministe. Et Elsa Dekmarso, elle écrit dans un livre qui s'appelle Faire justice, publié en 2023, comment, même à gauche, et notamment dans les milieux associatifs et militants, on tend à régler nos conflits via des logiques punitives. Par exemple, on exclut les gens, on les menace, on les harcèle, on les dénonce publiquement, on les isole avec les conséquences dramatiques que ça peut avoir pour des gens qui sont déjà minorisés ou précaires. Et on fait ça
Alors même qu'à gauche, par ailleurs, on se revendique souvent de l'abolitionnisme pénal, c'est-à-dire l'idée qu'il faudrait revoir tout notre système pénal, tribunaux, police, prison, parce que cela justement fonctionne sur le mode de la punition. Et donc, pour vous, est-ce que dans les conflits que vous observez, vous voyez cette espèce de besoin que l'autre soit puni quand il nous a fait du mal, et comment est-ce qu'on peut faire autrement que sur le mode de la punition ? Pour moi, c'est ce que tu dis là quand tu poses la question, c'est que derrière l'intention, c'est comme de se protéger, encore une fois, et ça peut être quelque chose qu'on met en amont, un cadre, c'est-à-dire en fait, c'est quoi les règles ensemble qu'on décide, qu'on se pose, et qu'il faut qu'il y ait des personnes qui soient là pour faire respecter le cadre. Et souvent, la punition, elle arrive parce qu'en fait, il n'y a pas de cadre qui est posé, donc comment on fait, on ne sait pas comment faire, et que du coup, c'est plus facile d'exclure. Et souvent, nous, dans les collectifs, ce qu'on essaye d'amener avec l'UDN, c'est d'avoir des processus, c'est-à-dire, dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas d'accord, de peut-être se parler à deux, puis après, qu'il y ait une tierce personne, et puis quelqu'un d'extérieur, et puis aussi d'avoir un processus de séparation pour savoir que, en fait, quand il y a quelque chose qui dysfonctionne au sein du collectif, on sait ce qu'il faut faire et comment on le fait, et c'est pas une personne qui décide d'avoir une action sur l'exclusion de quelqu'un ou sur le fait justement de punir, comme pour faire en sorte que ça cesse ou qu'il y ait quelque chose qui s'arrête, mais du coup d'être au clair sur en fait, comment on veut fonctionner ensemble. Et du coup, ça nécessite de prendre le temps, que ce soit dans une association, dans un groupe d'amis, dans un couple, ça nécessite de prendre le temps de poser ce cadre-là. Est-ce que pour vous, c'est des choses qui se font habituellement ? Non, on est dans un monde où les choses vont vite, où on veut que ça aille vite, on veut qu'il y ait une solution tout de suite maintenant, on veut qu'il y ait un médicament miracle qui fonctionne, où on veut résoudre le conflit ou la discussion qu'on avait. Il faut qu'il y ait une solution directement à la fin de la discussion qu'on a eue. Alors que des fois, non, il faut prendre ce temps et se dire, ok, là on est un peu bloqué, on ne sait pas comment faire, alors on en reparle le lendemain, ou on demande à une tierce personne d'intervenir, ou on réunit tout le collectif et on en parle ensemble. Et dans ce que tu exposais dans les collectifs ou dans ce genre de choses, il y a aussi dans le militantisme, il y a énormément la pureté militante. Il faut absolument être le plus pur possible. Il faut, si je suis écologique, il faut absolument que je ne prenne jamais l'avion. Mais en fait, on a le droit de temps à autre de le faire. Et c'est pas parce qu'on le fait qu'on est une mauvaise personne. L'important, c'est de se dire, ok, j'ai des principes, mais il y a des moments où je vais, parce que je suis dans un monde qui n'est pas entièrement d'accord avec les principes que j'ai, je suis obligé de les transgresser entre guillemets ou d'aller au-delà. Mais c'est pas grave. Et en fait, c'est ça ce qu'il faut aussi pouvoir se penser, c'est que se dire, même s'il y a un cadre, on peut des fois sortir du cadre. Et qu'est-ce qui se passe quand on sort du cadre ? Est-ce que on est complètement exclu directement, ou est-ce qu'on peut réparer quelque chose aussi ? C'est ça aussi dans la communication, c'est apprendre à réparer quand on fait des erreurs, parce qu'il y a des moments où on s'entend pas, on va s'énerver, on va parfois être violent, mais quand on renverse un verre d'eau, l'idée c'est de dire je suis désolé et d'essuyer à côté. C'est la même chose, on essaie de réparer la relation. Et en vrai, en fait on le prend le temps. On le prend après, et à réparer justement, à essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Et l'invitation aussi, c'est de se dire, si jamais je prends le temps avant, en amont, je gagne ce temps-là aussi après. Donc c'est pas du temps perdu, je le prends différemment. Est-ce que je voudrais rajouter sur la punition ? Punir, c'est aussi une manière de ne pas questionner ce qui se joue à l'intérieur. Il y a des règles, ça reste à l'extérieur, c'est loin de moi, c'est bien et c'est mal. Et c'est vraiment pour moi, il y a une question politique de rapport de domination. Il y a le bien d'un côté, il y a le mal, et les personnes, elles ne peuvent pas apprendre différemment. Et pour moi, ce que ça cache, en tout cas dans plusieurs milieux militants, c'est de se mettre en vulnérabilité. Et ça, c'est très, très, très compliqué pour les personnes. On est dans des milieux, peut-être à gauche, dans les milieux militants, dans les milieux engagés, où on comprend très bien des dynamiques systémiques. Mais le moment où il va falloir questionner, OK, qu'est-ce que ça me fait à moi ? Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur ? Là, il n'y a plus personne. Est-ce que ce que tu essayes de dire, c'est que parfois, on se cache un peu vers des analyses politiques au niveau de la société pour pas se regarder un peu dans nos émotions personnelles ? Oui, c'est un peu ça. C'est l'idée pour moi, c'est deux choses différentes. On peut comprendre ce qui se joue dans la société, mais ça n'empêche pas d'essayer de comprendre à quel endroit ça résonne. Par exemple, les auditeurs et les auditrices ne le voient pas, mais je suis une femme noire. Si je prends l'exemple du racisme, on sait à quel point le racisme est un système terrible et mortifère. Moi, je vais me poser la question, moi, en tant qu'Olivia, à quel endroit ça joue et à quel endroit ça vient m'abîmer, pour avoir du pouvoir d'action sur où je vais aller pour me nourrir et pour survivre dans un monde raciste, par exemple.
Louise, quand on préparait cet entretien, tu me disais, moi, j'essaye de faire comprendre au groupe que j'accompagne que le conflit, déjà, il sera là et en plus, il est souhaitable. En quoi un conflit, c'est souhaitable ? Alors, c'est plus une étape qui est souhaitable, c'est-à-dire l'étape du conflit. C'est souhaitable dans le sens où, de toute façon, ça va arriver. Et c'est mieux de se dire comment on fait avec plutôt que comment on l'évite. Et c'est aussi dans le conflit que ça devient intéressant parce que c'est là où on s'individualise, c'est-à-dire on n'est plus tous les mêmes, on pense pas tous la même chose avec l'illusion de l'harmonie, comme on a tous les mêmes représentations, on va être d'accord jusqu'au bout. Non, c'est au moment du conflit où justement il y a quelque chose qui se crée, où les individus peuvent amener des points de vue différents, et c'est là où il y a de la créativité, c'est là où ça devient intéressant pour le collectif. Et c'est aussi si je suis en capacité de pouvoir dépasser cette étape-là, que du coup on va devenir un collectif mature, et du coup on va pouvoir être beaucoup plus centré sur ce qu'on a à faire. Par rapport à souvent, avant cette étape, on est plus centré sur comment je relationne avec les gens du collectif. Donc c'est une étape qui est importante à dépasser. J'ai l'impression que même dans les relations interpersonnelles, c'est très dur à faire. Je te donne un exemple. Mon meilleur ami, depuis 12 ans, on s'adore, on parle tout le temps de conflits, de communication, c'est important de communiquer. Dès qu'on a quelque chose qui passe pas, ou on s'en veut sur un truc, on a beau savoir qu'il faut poser un cadre, qu'il faut en parler, que le conflit c'est génial parce que ça va nous permettre d'être encore plus amis à la fin, en réalité... Parfois, on n'y arrive pas et parfois, ça met des semaines, quoi. Je crois que ça revient à ce que Olivia disait. C'est vraiment ce truc de... En fait, on a beau comprendre, on a beau savoir, mais d'aller se coller à ce truc de... En fait, c'est tellement désagréable. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Moi, c'est mon métier. Je le répète toutes les journées. Et j'ai aussi des difficultés à faire ça. Enfin, je veux dire, aller confronter l'émotion désagréable qui nous renseigne sur ce qui se joue. C'est facile pour personne, je crois, et c'est l'enjeu de tout le monde. Et on a beau avoir... j'insiste sur ce truc je peux avoir compris tout le mécanisme, c'est pas pour ça que je suis capable d'aller rencontrer mon émotion. Sur cette question du fait que parfois ça prend du temps, je sais que Daniel, toi, quand tu accompagnes par exemple des patientes dans le cadre d'une thérapie de couple, tu leur dis ça va prendre du temps, en fait, tu les préviens. Oui, je les préviens dès le départ. Dès le départ, je leur dis, si vous venez, c'est qu'il y a une problématique. On va essayer d'y réfléchir ensemble. On se donne 5-10 séances. On fait le point. Peut-être que la conclusion, ça sera une séparation, ou peut-être qu'on arrivera à construire quelque chose et que vous repartirez plus grandi en ayant réussi à comprendre quels étaient les enjeux qui ont joué pour vous dans ce conflit-là, chez madame, chez monsieur, quand c'est un couple hétérosexuel. Et puis, on a réussi à dépasser tout ça et à construire quelque chose et à s'engueuler ou à se prendre la tête, même en consultation avec un conflit. Et là, on expérimente le conflit. Et là, c'est là où c'est important. Et là, c'est là où on transpire et où c'est facile pour personne, même pas pour le thérapeute. Mais dans le système dans lequel on est aujourd'hui, ou je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression de ne faire que travailler, il me semble que c'est difficile de ménager ces espaces de communication. Donc si on a un conflit dans notre couple et qu'en même temps il faut qu'on règle un compte avec notre ami, et puis qu'il y a notre collègue, et puis qu'on est aussi dans une association dans laquelle c'est pas toujours très simple, est-ce qu'on a vraiment le temps de créer ces espaces pour s'engueuler, pour communiquer Dans ce cas-là, on peut, si on a envie vraiment de travailler là-dessus, on peut créer un faux conflit avec une personne. Ou alors un conflit minime avec une personne. Il y a un ami, j'ai envie de lui dire quelque chose depuis un certain temps, mais j'arrive pas à lui dire. Ça va pas tout le bouleverser, mais je vais voir ce que ça donne si je lui dis. Je m'entraîne, je regarde ce que ça donne. Alors, j'essaie de choisir un bon moment où on est quand même tous les deux assez réceptifs, où on est posé, on a du temps un petit peu devant nous. Et là, je lui dis... j'apprécie la relation qu'on a, mais tu sais, il y a 3 semaines, tu t'as dit un truc sur ma mère et c'est vraiment pas passé, quoi. Est-ce qu'on pourrait, tu veux pas, on peut reparler de ça parce que ça m'a blessé. Moi, je me suis senti attaqué. C'est ma mère, c'est elle qui m'a élevé. C'est important pour moi. Je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais depuis ce moment-là, j'ai plus de mal à te parler. Et comme j'aimerais que notre relation elle continue et qu'on arrive à évoluer, je t'en parle là maintenant. Donc vraiment, s'entraîner avec un petit conflit. Oui, donc là, tout ce que tu es en train de dire, c'est que pour apprendre à communiquer, pour apprendre à être en conflit, faut être en conflit. Ça règle pas mon problème qui est, est-ce qu'on a vraiment le temps ? Olivia, tu voulais rebondir ? Alors pour moi, le temps, on le prend, on doit le prendre. En fait, on a la croyance que ça va prendre du temps. À chaque fois que je vais faire des devis de médiation, on va dire non mais c'est beaucoup trop long, on n'a pas tout ce temps. Mais c'est central et c'est un impensé
des collectifs, tout le temps que va prendre la gestion de conflits, la gestion des émotions, des états d'âme, de l'ego de chacune dans le groupe. Et si on ne prend pas ce temps, on en perd plus, comme le disait Louise, plus tard. Donc, non, on n'a pas le temps, mais oui, on doit prendre ce temps. On doit trouver l'espace et penser les collectifs avec des temps nécessaires pour la régulation de conflits. Je pense aussi que plus on le fait et moins ça prend du temps. Il y a vraiment quelque chose de s'habituer petit à petit dans ce que tu disais, si je m'entraîne, etc. Plus ça va, plus j'y arrive, plus j'accuse réception de l'émotion tôt, sans qu'elle devienne trop désagréable, plus j'arrive à dire facilement. Et c'est aussi quelque chose qui s'entraîne et qui petit à petit prend de moins en moins de temps. Et à la fois, comment on sait qu'on n'est pas en train de s'embourber dans un conflit qui en fait ne s'arrêtera jamais parce qu'on est profondément incompatible avec la personne. Moi, j'ai le souvenir de relations de couple, par exemple, où en fait on parle, on reparle et on reparle. 1 an s'est écoulé et en fait il fallait se séparer, quoi. Donc, comment on sait quand il faut arrêter? Ça, c'est la grande question. Je ne répondrai pas. C'est ça. C'est une question super compliquée de se dire à quel moment justement on lâche et à quel moment on travaille ensemble justement pour surmonter le conflit. Et oui, il n'y a pas de réponse. Après, il y a plein de choses à prendre en compte. Il n'y a pas seulement la communication. Il y a se questionner sur ses valeurs, sur les émotions qu'on ressent avec la personne, sur ce qui nous tient, sur vraiment ce qui est en train de se passer. Parce que dans certaines relations de couple, il va y avoir toute l'histoire qu'on se raconte autour du couple, sans être focalisé sur ce qui se passe réellement dans le moment présent et les émotions qui sont ressenties réellement. Donc, il y a cette première chose. Et la deuxième chose, c'est en dehors de cette relation de couple, où est-ce qu'on y va, ou est-ce qu'on s'arrête, de se travailler sur mon écoute de mes émotions, sur l'écoute de mon corps. Le corps, il nous donne énormément d'informations. Et surtout pour des personnes qui sont plutôt très cognitives, qui ont besoin de comprendre les choses, de revenir le plus possible au corps pour avoir des informations par le corps. Et pour moi, ça parle aussi de limites. Il y a un moment où effectivement, en fait, ça dépasse une certaine limite. Et je crois qu'il n'y a pas, on sait ou on ne sait pas, il y a un moment où tu dis au bout d'1 an, en fait, il fallait se séparer. Sauf que tu te sépares au bout d'1 an. Et peut-être il faut tout ce temps-là aussi pour avoir essayé, s'être entendu, s'apercevoir qu'en fait non. Et en fait, ça prend du temps de savoir où est le curseur de est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. Et pour moi, ça parle de limites et connaître de plus en plus quelles sont mes limites. Et probablement, après, c'est plus facile, encore une fois, de savoir s'écouter et de poser des limites au moment où c'est le plus opportun. Et les limites, ça va aussi avec un échec de cette relation. On est dans une société où il faut absolument tout réussir. Il faut absolument que j'arrive à faire ce marathon en entier. Mais en fait, non, on peut s'arrêter parce qu'on a atteint une limite, parce que on a une jambe cassée. Oui, ce serait peut-être mieux de s'arrêter quand même avant. Donc l'idée, c'est vraiment ça, d'accepter ses limites. Et accepter ses limites, c'est pas évident parce que ça veut dire être en échec. Et dans une société où on n'a pas le droit à l'échec, où c'est très mal vu, on doit être performant, c'est très compliqué. Pour aller plus loin, j'aimerais bien qu'on identifie ensemble des outils, des bonnes pratiques qui pourraient nous permettre de mieux communiquer, c'est-à-dire au fond d'avoir des conflits constructifs. On en parle dans un instant. Dans cet épisode d'Encore Heureux avec Louise Boyer, Olivia Douglas et Daniel Batoula, on essaye d'apprendre à mieux communiquer et à mieux s'engueuler. Au fond, vous qui avez plein d'outils, chacune à votre manière, si je devais vous demander un outil, un truc qui marche, un truc qui peut nous aider à progresser dans le fait de réussir nos conflits en quelque sorte, vous me diriez quoi ? C'est apprendre à communiquer. Donc apprendre à communiquer, c'est comme quand vous appelez une personne. La première chose, c'est vous vérifiez que vous avez du réseau. Donc vous vérifiez que quand vous voulez parler à une personne, vous êtes toutes les deux prêtes à avoir une discussion. Si dans 3 minutes, je dois partir parce que je dois aller chercher des enfants ou j'ai un rendez-vous, là, on ne peut pas commencer une discussion. Donc on vérifie ça, la première chose. Et puis ensuite, pour communiquer, c'est une méthode dont je t'ai parlé pendant qu'on préparait cet entretien. C'est ce qu'on appelle une méthode sandwich. Donc il y a une chose importante et difficile que j'ai envie de dire, je l'englobe dans 2 tranches de pain. La première tranche de pain, c'est on a une relation que j'apprécie et j'aimerais qu'on poursuive cette relation, mais par contre, il y a quelque chose, il y a un petit grain de sable qui est tout le temps en train de m'embêter. Et est-ce qu'on pourrait essayer de voir pour faire autrement ? Parce qu'à chaque fois qu'on se voit, tu me dis que la personne avec qui je suis en couple, c'est une personne toxique.
Oui, je l'entends, mais est-ce qu'on peut arrêter tout le temps de revenir sur ce sujet parce que ça me blesse et ça me renvoie que je suis une mauvaise personne et que j'arrive pas à me séparer de la personne avec qui je suis ou que je prends des mauvaises décisions dans ma vie. Et comme tu es quelqu'un d'important dans ma vie, j'aimerais quand même qu'on continue. Donc on remet une tranche de pain en dessous en disant quelque chose d'assez agréable. Comme ça, la personne, elle va pas se sentir agressée elle-même et puis elle va dire « Ok, c'est toi ce que tu es en train de ressentir ». Toujours donner son point de vue avec sa propre émotion. Louise, une technique à retenir ? Pour moi, si on veut apprendre à vraiment bien communiquer, il faut apprendre à bien écouter. Et un outil que moi j'aime beaucoup pour être bien sûr que j'écoute, c'est reformuler. Parce que quand je reformule, je peux voir que justement toutes mes interprétations, toutes mes suppositions. Donc un outil vraiment, je trouve, c'est vraiment la reformulation. Et d'ailleurs, moi j'ai déjà essayé de faire ça, on parle d'écoute active parfois, et en vrai on se rend compte que la plupart du temps on reformule mal parce qu'on n'a pas tout à fait compris. Ouais, carrément, et surtout, souvent il y a justement ce ton, moi je peux voir quand je fais reformuler les personnes justement dans les médiations, j'ai même pas besoin d'intervenir, elles se rendent tout à fait compte qu'elles sont pleines d'interprétations, justement qu'elles surenchèrent et qu'elles voient bien qu'elles n'arrivent pas à reformuler exactement ce que la personne dit. Donc ne serait-ce que ça, c'est un outil incroyable. Et il y a aussi autre chose, par exemple, même moi personnellement, quand je dis oui, enfin je te comprends, mais en même temps. Donc dès que je dis oui, je comprends, mais ça veut dire que j'ai pas du tout compris. Donc dans le sens où je suis dans le fait de faire valoir ce que moi je veux dire, là où je veux être entendue versus je t'écoute. Parce que tout le monde dit mais oui, je te comprends, je t'entends, etc. C'est pas moi qui décrète que j'ai compris, c'est l'autre. Donc tant que l'autre a pas dit là tu m'as compris, il faut que j'essaye de justement reformuler, essayer de vraiment me mettre à l'endroit où je rejoins l'autre dans ce qu'il est en train de me dire. Et c'est ça qui est le plus difficile selon moi dans les conflits, dans la communication. Moi je dirais que ça peut être de dédier des temps à ça, de se dire ok, une fois par mois, de 19h à 20h, c'est le moment où on pourra se dire les choses. Et comme vous le disiez, c'est le moment où on sait qu'on est tous les deux disponibles pour entendre ce qui va être dit. On sait qu'on a le temps et on sait qu'on vient avec cette intention de s'écouter. Et ça permet d'arrêter de se faire des petits reproches, de lâcher un petit truc à droite, un petit truc à gauche, un petit truc le lundi. Non, je sais que j'aurai un moment où je vais être écoutée et même savoir que ce moment va arriver, ça va me permettre d'organiser mes idées, d'y aller, comme je dis souvent, le cœur ouvert, quoi. Donc j'ai un moment où je vais parler de ce qui va pas et de ce qui va aussi très bien. On n'oublie pas ce qui va très bien et j'y vais le cœur ouvert. Anecdote, moi j'ai une copine qui est maîtresse d'école et qui professeure des écoles et qui sanctuarise un temps comme ça avec ses élèves, je crois 1 ou 2 fois par mois. C'est le conseil des élèves et donc chacun peut y aller de voilà, ça m'a fait de la peine et quand tu m'as piqué mon cahier, quand nanana. Et en fait elle me dit c'est incroyable à quel point en fait ça apaise les relations et ça crée une complicité immense en fait entre les élèves bien au-delà de ce conseil des élèves. Et le faire avec la maîtresse ou l'institutrice, pardon, ou la professeure des écoles, pardon. Wow. Ah, les vieux. Qui est au même niveau que les élèves. Et les élèves peuvent aussi lui faire un petit reproche en lui disant « Ah, madame, j'ai pas apprécié quand vous avez fait ça la dernière fois. » C'est encore plus leur permettre de se dire vous avez le droit à la parole en tant qu'enfant et je suis pas là pour entièrement vous éduquer, vous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Non, vous avez le droit de critiquer et de faire quelque chose de constructif tous ensemble. Alors, je veux rebondir, Daniel, sur ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, ce fait d'englober dans des mots gentils, etc. Est-ce que parfois, il y a un peu ce qu'on appelle du tone policing, quoi, c'est-à-dire le fait de demander absolument aux gens, quand ils communiquent un truc, de le dire gentiment, avec les formes, et sinon de dire, ah bah, tu peux pas me parler comme ça, parce que sinon, je peux pas l'entendre. Comment on gère avec ça? Parce qu'à la fois, on n'a pas envie de se faire engueuler, à la fois, parfois, la personne, elle est en colère, donc voilà, comment on arbitre ça? À l'intérieur du sandwich, elle peut dire tout ce qu'elle veut. Elle peut vraiment... On peut se lâcher. Hein. Vous pouvez faire un truc avec du ketchup et de la moutarde et de la sauce harissa. Enfin, vraiment quelque chose de pimenté. Et c'est important de pouvoir vraiment le sortir parce que si on reste dans quelque chose de très mou, c'est pas... Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de discussion, on ne va pas au bout des choses. Il faut pouvoir dire les choses, mais je pense que c'est quand même bien de mettre les formes. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir accès à vraiment de la colère, si c'est là, parce que ça dit quelque chose. Si vraiment j'arrive pas, avec l'aide de la CNV, justement, à exprimer depuis ce que je vis moi, etc., ça peut être de dire, je vais pas le dire correctement. Enfin, c'est de prévenir qu'en fait, j'ai besoin vraiment de le dire là comme ça vient, il faut que ça sorte. Et quand je dis prévenir, je n'arrive pas à faire comme ça pour le moment. J'entends bien que c'est pas la façon qui est entendable, mais au moins moi ça va me permettre déjà d'accuser réception de ce qui se passe à l'intérieur. Donc ne le prends pas en tant que tel. Je trouve que déjà de prévenir ça permet ça.
Et quand je fais des interventions en inter, c'est-à-dire quand il y a des personnes qui viennent de plusieurs équipes différentes, etc., ou de plusieurs endroits différents, on prend un temps justement pour dire mais comment tu lui dirais vas-y, dis-le et mets-toi vraiment en colère. Et c'est quelque chose qui aide énormément justement aussi à comprendre et qui derrière va permettre d'aller parler normalement parce que je suis passée par cette étape-là. Ça me fait penser à... J'ai une amie qui s'appelle Johanna Cincinnati et qui va bientôt sortir une série de podcasts qui s'appelle Anatomie d'une dispute, qui parle de ça, de comment elle s'est embrouillée avec une copine. Et elle utilise une technique qui est la technique de la purge. Donc en fait, elle me dit, en gros, pendant 5 minutes, tu t'enfermes chez toi et tu dis tous les trucs horribles que tu penses sur la personne. Mais après, pendant de ça, tu te mets dans les bottes de la personne et tu dis tous les trucs que en gros, tu penses qu'elle ressent. Donc tu sors en quelque sorte. Donc là, on n'est pas en face de la personne. Mais je trouve que c'est une technique assez utile. Enfin, j'avoue que maintenant, je l'applique un petit peu dans mon quotidien. Oui, moi aussi, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Il y a un moment, les émotions sont des messages qui informent sur sur la mesure de ce qui est en train de se passer. Donc, il faut les accueillir telles qu'elles sont. Et je fais aussi très attention aux situations où on a des personnes qui sont en situation de pouvoir, qui vont dire « Ah non, si ton propos n'est pas bienveillant et bien policé, je ne t'écoute pas ». Et ça, pour moi, c'est utiliser toutes ces méthodes pour reproduire en fait les systèmes de domination. Et c'est pour ça qu'avec Roxy Manim, quand je me suis formée, elle prend vraiment en compte de OK, d'où parle la personne, quel est son accès à ses besoins, à pouvoir regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et s'il y a un rapport de domination entre les deux personnes, la personne qui a le plus de privilèges doit pouvoir entendre la personne qui est en train d'exprimer un impact qu'elle aurait reçu, quoi. Ça, c'est si on parle d'une question qui concerne cette domination. Par exemple, je sais pas, tu es une femme noire, je suis une femme blanche. Est-ce que si on parle du fait que j'ai mal garé ma voiture devant chez toi, est-ce que là, tu vois, ou est-ce que oui. C'est que si c'est, je sais pas, une question d'un truc raciste que je t'aurais dit, par exemple. Alors, on peut se dire, on parle de choses qui concernent le système de domination qui est en jeu, mais encore faut-il avoir conscience des limites et de où va le système de domination et ce qu'il va jouer dans notre vie. En fait, peut-être que toi, ta voiture, c'est un gros SUV et que moi, j'ai un vélo. Enfin, il y a des choses aussi qui peuvent être pas directement considérées comme des situations racistes, mais qui découlent d'un système raciste. Mais est-ce que ça veut dire du coup qu'on peut bien se comprendre si on ne fait pas cet effort de comprendre la personne justement dans le système de domination dans lequel on vit? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir une belle amitié profonde, toi et moi, si moi je ne fais pas cet effort constant de m'éduquer au racisme, par exemple? Non. Des gens qui applaudissent dans la salle. Effectivement, une des bases en thérapie de couple, c'est il y a 2 séances qui sont consacrées, une séance pour madame et une séance pour monsieur, où on va reprendre l'histoire de vie de la personne. Comment est-ce qu'elle a grandi, dans quel système elle a grandi, qu'est-ce qu'elle a eu comme éducation, comment on lui a parlé, est-ce qu'on lui a permis d'exprimer sa colère, est-ce qu'on l'a brimé, est-ce qu'on lui a mis des coups, et ainsi de suite. Et puis ensuite à monsieur. Comme ça, chaque personne va pouvoir voir de quelle position est issue l'autre personne et quel est son système, dans quelle vie elle a grandi et comment est-ce qu'elle communique. Et si on n'a pas cette base-là de bien comprendre d'où vient l'autre personne, c'est très compliqué de pouvoir avoir une relation correcte, durable et saine. Et alors, est-ce qu'il faut... qu'est-ce qu'on fait des gens qu'on aime, avec lesquels on a un peu une relation? Par exemple, moi, je pense à des relations avec mes parents, mais on n'arrive pas à se parler. On essaye de se communiquer gentiment, on essaye de s'engueuler, on essaye le conflit, voilà, mais on n'arrive pas à se parler. Est-ce que la communication, finalement, c'est quelque chose d'obligatoire? Ça dépend de ce qu'on met derrière la communication. Je pense qu'on pense tous et toutes aux mots. Et en CNV, on a aussi ce tête-corps-cœur, quoi. On va pas communiquer avec la tête, mais on va regarder ce qui joue au niveau des émotions avec le corps. Et il y a des choses qui sont possibles. Si tu prends la situation avec tes parents, si tu peux plus discuter avec ta mère, tu peux faire autre chose et aller au théâtre ou faire créer un moment où vous n'aurez pas forcément à parler, mais pour prendre soin du lien sans à chaque fois remettre les mots et remettre de la tête, parce qu'on peut être bloqué dans des schémas qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent. Moi, j'aime beaucoup apporter en médiation du corps, de voir comment on va se mettre en mouvement, à discuter dehors, à faire une activité ensemble. Et pour moi, ça permet de débloquer et de sortir d'une communication que verbale. Louise, toi, tu es formée dans plusieurs pratiques corporelles, il me semble en danse notamment. Et toi aussi, tu penses que passer par le corps, passer par autre chose que la parole, ça peut être nourrissant pour une relation? Alors oui, c'est sûr. Et notamment à l'Université du Nou, il y a aussi beaucoup cette culture de
d'inviter les collectifs ou les personnes à faire des choses ensemble de cet ordre-là, artistique, de la danse, du théâtre, d'aller se balader, enfin, de créer du lien par autre chose que justement d'être dans les mêmes activités ou dans les mêmes choses à faire ensemble, qui serait la raison d'être du collectif par exemple, mais de créer ça. Et ça aide aussi au moment des conflits. C'est comme s'il y a déjà du lien, de la relation qui est nourrie de cette manière-là où on échange par bien d'autres manières que juste le fait de parler, et qui crée comme de la solidité dans la relation sur laquelle on peut se baser justement pour dépasser ces conflits. Donc c'est très important de nourrir la relation à bien d'autres endroits que juste justement s'exprimer, parler de ce qui se passe pour nous, mais juste de faire des choses, d'expérimenter, créer, c'est très important. Ouais, utiliser le non-verbal, quoi, en quelque sorte. Et alors, je sais qu'on a dit qu'il fallait faire attention à cette injonction à parler gentiment tout le temps, mais je veux bien quand même que, Olivia, tu nous expliques en 2 mots quand même les bases de la CNV, parce qu'on l'a pas fait, et finalement, je me dis que même si c'est imparfait, ça peut être un outil utile. Donc, pour bien comprendre la CNV, il faut comprendre le questionnement sur le système de pensée. Parce qu'en fait, une des limites de la CNV, c'est de prendre l'outil que je vais présenter et de l'appliquer en gardant le même système, les mêmes pensées binaires, le bien, le mal, les gentils, les méchants, les jugements sur soi et sur les autres. Donc, dans toute cette philosophie, il y a un outil qui s'appelle l'OSBD qui permet de mieux s'exprimer. Sachant que dans la CNV, il y a « je m'écoute »,« j'écoute » et « je m'exprime ». Donc, ça concerne l'expression. Il est en 4 étapes. La première, c'est être capable de formuler une observation factuelle. Si on veut être vraiment un acteur ou une actrice de la transformation sociale, on va aller un peu plus loin. On ne va pas rester que sur ce qui est factuel. On va aussi pouvoir communiquer sur ce qui se joue à l'intérieur. Donc, par exemple, il y a... je vais prendre une situation banale comme le retard de tout à l'heure. Factuellement, tu étais en retard de 15 minutes. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qui se joue en moi ? Voilà, là, c'est l'histoire de ma séparation. Donc, j'avais vraiment envie de parler ou de partager avec toi. Et ensuite, on va regarder s'il se joue quelque chose de systémique. S'il se ne joue rien de systémique, il ne se joue rien de systémique, mais, spoiler alert, il se joue très souvent des choses qui sont liées à notre système de pensée, culture, sociale, historique, etc. Donc là, par exemple, ça pourrait être quoi ? Dans cet exemple, je ne sais pas qui on est, quels sont nos rapports, ou voilà, ou peut-être il peut y avoir quelque chose de culturel, qu'est-ce que ça veut dire être à l'heure, enfin, il peut y avoir plein de choses, mais dans cet exemple, on va se dire qu'il n'y a rien de systémique, pour simplifier. Dans la deuxième étape, c'est l'émotion. Ok, ce fait qui vient de se passer, qu'est-ce qui génère en moi, quelle émotion, quel message je vais avoir dans mon corps ? Est-ce que ça va être une émotion agréable, une émotion désagréable ? Est-ce que je vais être peinée ? Est-ce que je vais être agacée ? Est-ce que je vais être joyeuse de ton retard ? Parce que j'avais vraiment pas trop envie de discuter avec toi, Camille. Donc vraiment, je me posais la question. Et cette émotion, elle l'informe sur un besoin profond. C'est-à-dire que si j'ai une émotion agréable, c'est que mon besoin, il est nourri. Si j'ai une émotion désagréable, c'est que mon besoin, il n'est pas nourri. Et la dernière étape, donc la troisième étape, ça va être d'identifier le besoin. Là, j'avais besoin de partage, de soutien, d'expression, de chaleur, d'amour de la part d'une amie pour ce que je traverse. Et la dernière étape, ça va être de formuler une demande positive, au présent, réalisable. Donc, Camille, est-ce que la prochaine fois qu'on a rendez-vous, si tu sens que tu es en retard, tu peux m'envoyer un message une demi-heure avant pour que je m'organise ? Est-ce que tu serais d'accord ? Bien sûr. Merci, voilà. Avec tout ça, j'ai envie de me tourner vers la salle et de savoir si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous sont venues pendant cet échange, des choses qui vous ont énervé, vous dites mais c'est pas possible de l'appliquer dans ma vie, ça m'intéresserait de vous entendre. N'hésitez pas à lever la main, on va faire passer un micro. En attendant, je me permets juste de vous conseiller une petite lecture. C'est une bande dessinée. Il y a 3 tomes qui existent pour l'instant et s'appelle Émotion, enquête et mode d'emploi. La personne l'écrit sous le pseudonyme de Armela, A-R-T-M-E-2-L-A, et on parle de communication non violente, d'apprendre à écouter ses besoins, d'apprendre à faire une demande à une autre personne et ainsi de suite. C'est avec des petites images, avec des animaux qui sont personnifiés, un rat, un cochon qui sont en colocation. C'est très marrant. Bonsoir. Tout à l'heure, vous disiez que quand on veut résoudre un conflit, on va s'adresser à la personne et faire la méthode sandwich. Mais moi, tout de suite, je me suis dit, mais si la personne en face n'a pas envie de recevoir à ce moment-là l'information, n'a pas envie de rentrer dans cette discussion, que moi, je me sens prête, mais que la personne ne se sent pas prête, comment on fait ?
Et surtout, si je peux rajouter, il y a aussi, moi je connais aussi des gens qui ne sont jamais disposés à discuter. Donc en fait, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Si la personne n'est pas disposée au moment, mais qu'elle a peut-être quand même envie, on peut essayer de trouver un autre moment ensemble ou de définir, comme ça a été dit, une fois par mois, on en parle et on se prend le temps d'en parler ensemble. Donc c'était ça, avant de parler de la méthode sandwich, c'est de trouver, d'avoir le bon réseau et d'être ensemble au même moment, présent et de pouvoir discuter. Et si la personne n'a vraiment pas envie de discuter, il faudra peut-être repenser à cette relation. Tout d'abord, merci énormément. C'était hyper passionnant de vous écouter. J'avais une question par rapport à la vulnérabilité. On en a parlé tout à l'heure, pendant toute la conférence en fait, sur le fait d'aller voir aussi ce qui est inconfortable en nous. Et ça me faisait penser aussi à la culpabilité, parce qu'en fait, il y a aussi des situations où on a pu faire du mal à quelqu'un. Par exemple, on parlait du retard, de se rendre compte de ça. Et j'ai l'impression qu'il y a des relations, notamment par exemple des relations de couple, où c'est plus dur de créer des conditions de vulnérabilité, parce qu'il y a un peu ce truc de à quel point est-ce que je dois partager ce que je ressens. Enfin, en tout cas, moi c'est une question que je me pose, à quel point je partage ce que je ressens, de peur que ça fasse peur à l'autre, en fait, que je partage trop de ce que je ressens, parce que et du coup je voulais savoir, voilà, est-ce que vous avez des conseils sur comment est-ce que on crée des conditions où c'est ok d'être vulnérable et on le fait comprendre à l'autre. Voilà, c'est ça ma question. C'est vrai que souvent quand on sait des gens qu'on aime fort, montrer cette vulnérabilité, on a aussi peur de que ça fasse partir la personne en courant. Oui, on parle de ça, on parle de peur. Et la vulnérabilité, c'est justement de ça dont on parle. Et je crois que d'accueillir réception du fait d'avoir peur, c'est déjà énorme. Et quand tu dis j'ai peur de peut-être trop en dire, etc., pour moi, il y a une différence de dire et de toujours raconter ce qui se passe pour soi, etc., versus, je te dis ça au service de la relation. C'est à mon service dans la relation. Donc, de parler de sa vulnérabilité, d'avoir peur de dire certaines choses, etc., ça peut être impressionnant, et en même temps, c'est la clé de la relation, de toutes les relations. Si j'arrive pas à montrer la part de moi qui est sensible, qui est fragile, je montre qu'une seule part de moi. Une relation, donc ça sera qu'une partie de la relation. Donc, c'est plutôt une invitation à une relation qui est plus large, qui est plus entière. Donc c'est un choix, et pour moi ça permet souvent, je vois quand j'anime des groupes, si moi je me permets d'être vulnérable, ça permet la vulnérabilité des autres, et il y a beaucoup de gens qui demandent que ça et qui s'autorisent pas forcément, et si moi je m'autorise, ça crée aussi quelque chose qui permet d'accéder à une profondeur qui est plus du tout la même. Donc ça vaut le coup de prendre le risque, en tout cas. Olivia, le mot de la fin peut-être ? Sur la question de la vulnérabilité, c'est aussi quelque chose en tout cas pour moi, c'est une question centrale dans les conflits. Donc c'est beaucoup plus facile de juger quelqu'un, de dire t'es égoïste Camille parce que t'es arrivée en retard, que de dire Camille, là j'avais besoin que tu sois là pour moi. C'est vraiment dur à faire et dur à dire. Et je trouve que c'est aussi intéressant de se poser la question quelle écoute aussi tu vas avoir de l'autre côté, de se dire d'y aller au fur et à mesure, et que plus tu vas avoir une écoute propice, plus tu vas être entendu et vu dans ce qui est en train de se passer, plus ça va être facile pour toi de continuer. Olivia Douglas, Louise Boyer, Daniel Batoula, merci beaucoup d'avoir été sur les canapés d'Encore Heureux. Chers auditeurs, merci infiniment de continuer à nous écouter. Pensez à vous abonner à Encore Heureux, à nous mettre 5 étoiles sur vos applications de podcast. On se donne rendez-vous sur Instagram, @EncoreHeureusPodcast, sur le site de Binge, binge.audio. L'émission a été réalisée par Paul Berthiaud, produite par Charlotte Bex, et à bientôt.